Bonsoir, on va passer à la session d'après. Si vous voulez continuer les discussions, n'hésitez pas à aller piller le café, qu'il n'en reste plus une goutte. Et sinon, on va laisser la main à Stéphane et Manfred qui vont nous expliquer du DDD chez Enedis. Pourquoi? Il y a le micro. Allez, votre Non. Bonjour. Oui, c'est mieux. Vous m'entendez correctement? Je prends ça pour un oui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien d'être présents pour notre talk. Manfred et moi, pour nous deux, c'est une grande première de faire un talk. Merci. Faites la même chose à la fin aussi, s'il vous plaît. Ce sera rassurant. Donc pendant ce talk, on va vous parler de DDD. Alors on ne va pas vous expliquer ce qu'est le DDD. On n'a pas cette prétention-là et on est clairement encore en cours d'apprentissage. Par contre, ce dont on peut vous parler, c'est pourquoi chez Enedis, et notamment sur notre projet, un projet qui existe depuis plusieurs années et qui tourne pas si mal, pourquoi on a été amené à s'intéresser au DDD et également pourquoi on l'a expérimenté. Donc on va vous parler un petit peu du cheminement qu'on a suivi, de pourquoi et comment la décision de faire du DDD a été prise dans notre pôle. On va vous parler également de notre apprentissage du DDD et du début de l'expérimentation du DDD. Donc je me présente, moi je m'appelle Stéphane Roset, je suis accompagné par Manfred Paul. Nous sommes tous les deux staff engineer dans le pôle Nexus qui fait partie de la DSI chez Enedis. Donc, et super rapidement, pour s'il y a des personnes qui ne connaissent pas Enedis, donc on est dans le domaine de l'électricité, où on va distinguer plusieurs acteurs. Dans le domaine de l'électricité, d'abord on a les producteurs, c'est tout ce qui est centrale nucléaire, centrale hydraulique, etc., qui produisent l'électricité. Ensuite, cette électricité, elle est transportée. Donc, elle est transportée par des lignes à très haute tension. Donc ça, c'est RTE qui assure ce transport. Et enfin, la dernière partie, le dernier maillon, c'est pour que cette électricité arrive jusqu'à chez vous et que vous puissiez faire marcher vos ordinateurs comme nous. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la distribution. Et c'est ce que fait Enedis. Et Enedis assure la distribution sur une très grande majorité du territoire français. Il y a un dernier acteur qu'on peut distinguer dans le domaine de l'électricité, qui sont les fournisseurs d'électricité. Donc les fournisseurs, eux, en fait, ils achètent aux producteurs l'électricité et ils vous la revendent. Donc votre facture, c'est aux fournisseurs d'électricité que vous la payez. Alors Enedis, super rapidement, c'est 1,4 million de kilomètres de lignes électriques en France. C'est quand même 35 fois le tour de la Terre. C'est 37 millions de clients. Et puis alors, c'est plein de chiffres super intéressants que vous allez pouvoir retrouver sur le site institutionnel d'Enedis. N'hésitez pas à y aller. Et il faut que je vous parle de Linky. Donc, vous avez dû en entendre parler. Normalement, vous avez tous un joli compteur vert chez vous, si tout va bien. Donc, c'est le compteur communicant de Linky qui permet de faire plein de choses, et notamment d'améliorer le service que Enedis rend. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire, par exemple, à distance. Alors, avant ça nécessitait le déplacement d'un technicien. Donc, on va pouvoir gagner en rapidité. Donc, par exemple, tout ce qui est relevé de consommation ou changement de puissance, on peut le faire à distance désormais. Ça va nous permettre aussi de détecter les problèmes et de les résoudre beaucoup plus rapidement. Donc, ça permet plein de choses. Je vais pas tout les lister. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça a vraiment été une évolution majeure pour Enedis dans la façon de travailler, de piloter le réseau électrique. Et avec l'arrivée du compteur Linky, le SI joue vraiment un rôle très très important. Sans le SI, Linky ne peut pas fonctionner correctement.
Donc le ici a vraiment une place critique. Et si ça ne marche pas bien, on peut très rapidement avoir des pénalités financières très importantes. Ça peut très rapidement dépasser le million d'euros. Donc il faut que ça marche bien. Allez, un dernier petit coup de speech sur Linky, après on arrête, je vous promets. Donc les compteurs, ils sont communicants. Donc le compteur Linky, donc qui est ici, va communiquer via CPL. Donc c'est du CPL industriel, mais sur le principe, c'est le même CPL que vous pouvez utiliser chez vous. Hein. Va communiquer via CPL vers ce qu'on appelle un concentrateur. C'est une sorte de mini-ordinateur qui est installé dans les postes de distribution de votre quartier. Et enfin, le concentrateur, lui, va communiquer avec les IC Linky via GSM, donc en 3G, en 4G, puis bientôt en 5G. Donc ça signifie en fait que, alors déjà, l'ensemble de cette chaîne de communication, hein, c'est ce qu'on appelle la chaîne communicante. Et ça signifie que les compteurs Linky ainsi que les concentrateurs vont pouvoir envoyer des événements aux IC Linky. Et inversement, les IC Linky vont pouvoir communiquer avec les concentrateurs et les compteurs. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? On y arrive enfin. Parce que Manfred et moi, nous avons travaillé sur une application de la Galaxy Linky qui est l'application de supervision. Donc c'est une application qui a plusieurs objectifs, qui va notamment faire le monitoring de cette chaîne communicante, notamment en analysant tous les événements qui sont remontés par les équipements, qui va permettre également de mettre à jour les logiciels qu'il y a sur le concentrateur et sur le compteur. Donc c'est ce qu'on appelle la télédistribution de logiciels. Et c'est une application qui peut faire vraiment beaucoup de choses, mais globalement, elle va permettre de garantir le bon fonctionnement du parc. Alors cette application, ça a démarré en 2013, à une époque où l'expérimentation Linky était terminée, donc il y avait environ 300 000 compteurs qui étaient installés. Et on savait à l'époque que la cible, c'était d'installer 35 millions de compteurs. Donc on savait que il y aurait une montée en puissance qui serait quand même assez impressionnante. Également à l'époque, on savait qu'il y aurait des millions d'événements par jour qui seront remontés, mais on ne savait pas si ça allait être 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, donc encore une inconnue. C'est à l'époque aussi un métier qui se construit en même temps que le ICI. Les compteurs Linky, c'était vraiment nouveau. Donc on construit le ICI et le métier se construit en même temps. Et également, c'est des enjeux qui étaient assez forts. Hein. C'était quand même un gros chantier pour Enedis, avec une très forte visibilité, une visibilité au niveau du grand public, des médias. Également des pénalités qui peuvent être très impressionnantes si ça ne marche pas. Donc au final, en 2013, on est dans un contexte où on voit qu'il y a un challenge qui est joli, qui est super intéressant. On a pas mal d'inconnus et on a quand même pas mal de pression. Donc, comment on fait finalement pour démarrer un projet comme ça et s'assurer que tout va bien se passer? Manfred va vous l'expliquer. Pour l'intro. Alors, donc, 2013, qu'est-ce qu'on fait en tant que bon ingénieur? On va créer une architecture technique qui répond à tous les enjeux. Voilà. Donc, 2013, première chose qui est faite, c'est on prévoit des réponses à toutes les questions qu'on n'a pas encore posées. Imaginez quand même le contexte, comme Stéphane expliquait, on a des contraintes, on sait que, en fait, on sait plus ou moins où on va, entre guillemets. Donc, on prévoit tout, on prévoit du messaging, on prévoit du big data, on prévoit du streaming, voilà. Finalement, toutes ces composants-là, pour vous expliquer un peu plus en détail comment ils ont utilisé, c'est une application. Donc on va ingérer des événements comme Stéphane expliquait, donc les événements de la chaîne communicante. C'est globalement un traitement qui est un traitement de pipeline, une pipeline asynchrone. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va ingérer, on va prendre plusieurs briques. Donc, qui dit plusieurs briques, ici, on peut imaginer une première brique qui le filtrage des événements qui rentrent, deuxième brique qui va sauvegarder les informations qu'on avait stockées, une troisième qui fait une historisation ou même une corrélation de savoir s'il y a un problème qui a été détecté. Comme on voit là déjà, c'est qu'on a trois briques différentes.
Une fonctionnalité, elle se trouve où? Elle se trouve dans brique 1, 2, 3? Non, finalement, elle se trouve dans les 3. Donc, vous vous bougez une fonctionnalité sur quelque chose, donc vous modifiez brique 1, brique 2 et brique 3. Ça, on appelle finalement, comment ça s'en appelle? Un monolithe distribué. Donc, 2013, le début, architecture technique très complexe. Déjà, dès le départ, on sait un monolithe distribué. Donc, je vous parle vite fait de comment, de 2013 à aujourd'hui, l'application a vécu. Donc, 2013, l'âge d'or, des choses se passent bien, c'est attractif. Je vous ai montré le slide avec toutes les technos qu'on a mis en place. Je pense que ça faisait rêver plus qu'une personne sur la scène lyonnaise et même en dehors. Donc, qui voulait pas faire du Hadoop à ce moment-là, qui voulait pas faire du Kafka, qui voulait pas faire du streaming. On avait une application donc, qui répondait à tous les enjeux dont je vous ai parlé, robustesse, performance. On avait des métriques, donc un stack de monitoring d'observabilité qui était nickel. Et aussi, ce qui est important, c'est que lorsqu'on a créé, malgré le fait que le métier s'est créé en même temps, c'était les utilisateurs étaient satisfaits. Arrive quelques années plus tard, on se rapproche 2016, donc on a un peu d'expérience, on a travaillé un peu, on a implémenté comme une grosse partie, parce que là, j'ai plus en 2016 combien de comptes on en avait, mais un nombre assez important. Qu'est-ce qui arrive finalement? On avait un stack technique assez important, mais les technos, ils commencent à vivre. Vous avez aussi WebLogic et même d'autres composants qui font même plus peur. On voit le monolithe distribué qui, en fait, on ne le voit pas, on le ressent surtout, parce que, je rappelle, les fonctionnalités qui sont distribuées quelque part sur des différentes briques, lorsque vous implémentez des tests, vous êtes obligé de les mettre un peu partout. C'est-à-dire, juste avant, on parlait du TDD, donc comment je peux facilement faire un test unitaire ou même un test composant. Là, les choses étaient beaucoup plus compliquées. Ce qui arrive aussi souvent dans des projets qui fonctionnent aussi pas mal avec la prestation, hein, c'est 3-4 ans après le démarrage, on a un premier turnover, donc les technologies sont vieillissantes. Donc, qu'est-ce qui fait le premier turnover? C'est que les sachants de départ, ils sont plus là. J'ai d'autres consultants qui arrivent sur le projet. Et pour maintenir toujours l'application, le projet en place, juste pour donner l'info, je ne sais pas si on avait dit, c'est entre 40 et 50 personnes sur le projet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des équipes dédiées, par exemple, à la performance et dédiées à la production pour maintenir et pour garder cette complexité dans un seul cerveau. La charge cognitive, elle était quand même énorme. Et voilà, il fallait répondre à ça par des personnes très expérimentées. À ça. Le coût, clairement, qui arrive à ne pas à être plutôt en faveur de la technique que le métier. Ça veut dire que le budget du projet reste toujours stable, c'est-à-dire on n'a pas payé plus cher tous les ans, mais simplement on a dû payer plus cher pour la maintenance que pour le métier. Cependant, à cette période-là, on avait clairement une meilleure visibilité du métier qu'on demande et aussi des performances à atteindre. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? Ou dans un premier temps, une fois fait ce pic, on rentre dans la phase de lutte. Donc la lutte, c'est qu'on a accepté d'être avec une architecture monolithe distribuée. Hein. Par contre, vu qu'on sait maintenant que les performances sont largement au-dessus de ce qu'on attend, parce que l'application est capable de traiter, on va simplifier le stack technique, parce qu'on peut toujours, même avec un stack technique beaucoup plus simple, répondre aux enjeux qui nous sont demandés. Donc on va enlever énormément de composants, on va enlever Hadoop, WebLogic, à la fin, pour vous dire la dernière version, on va rester sur du Spring Boot, Elasticsearch, Oracle et deux, trois autres composants. On n'a plus besoin du temps réel, donc voilà, aussi beaucoup plus simple. Par contre, on est toujours obligé d'investir beaucoup dans les tests end-to-end. Donc là, on peut presque parler chez nous d'un cylindre de test et pas d'une pyramide.
Bon, vous imaginez les coûts qui y a associés, forcément, hein, mais si vous voulez couvrir l'ensemble des fonctionnalités, ça va. Voilà. Donc là, on arrive en 2022 et on fait le constat de tout ça. Donc, un code compliqué, un code compliqué. Testabilité insuffisante, donc globalement compliqué, je vous ai dit. Hein. Lead time élevé. Attention, là, lead time élevé veut dire que nous sommes sur un lead time qui est le moment où un commit est émergé jusqu'à ce qu'il arrive en prod. On est, depuis le départ, globalement toujours sur la même durée d'une mise en production. Hein, c'est 6 semaines qu'on en avait. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus du tout au coup du jour, donc on attend d'autres valeurs. Les problèmes organisationnels, je vous ai dit, on ne peut pas simplement dispatcher des gens dans n'importe quelle équipe parce que la charge mentale pour comprendre l'application est très, très importante. Bah, l'attractivité en baisse malgré l'effort de simplification. Il n'y a pas de buzzword, il n'y a pas de container, il n'y a pas de Kubernetes, il n'y a pas des technos qui font rêver ni des méthodos. Le coût qui est en déséquilibre par rapport au métier et le problème de ne plus être capable d'adresser facilement de nouveaux challenges. Donc, on arrive là et on va prendre la hauteur. On se dit, si j'avais une feuille blanche en 2022, j'ai le constat, je commence un nouveau projet avec tout ce que j'ai appris sur les 6, 7, 8 dernières années. Qu'est-ce que je peux faire? Et aussi tout ce qu'on a appris en plus et tout ce qu'on nous demande. Bah, je commencerai déjà par quelque chose de très simple. Là, you keep it simple, stupid. On fait du KISS. On va surtout pas de premature optimization. En fait, optimisation prématurée. Excusez-moi, je vais dans l'autre truc. On va mettre aussi en place des choses qui viennent du monde d'Accelerate. Donc, Accelerate, c'est l'étude pour l'optimisation des livraisons. Donc, on va dire en 2 mots, qui va vous dire si vous êtes capable de livrer très vite, régulièrement, vous avez globalement une meilleure performance, mais pas que au niveau SI, mais c'est globalement toute l'entreprise qui va mieux. Un autre point, team topologies, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans un monde idéal, on aurait des équipes. Team topologies, par exemple, définit 3 types d'équipes. On va se concentrer juste sur le principal, qui est le streamline team. Il serait une équipe qui est capable de prendre une feature en entrée, une demande fonctionnelle en entrée, et qui la livre jusqu'à la production et la maintient en production, qui gère vraiment toute la pipeline. Et si on se projette avec ça sur des équipes de 40 personnes, on ne peut pas avoir une seule équipe, hein, parce que s'ils n'en ont qu'une seule pizza ou 2 pizzas à manger en 40, ça ne va pas aller. Donc, vous connaissez bien la règle des 2 pizzas. On va essayer de créer des équipes qui sont quand même indépendantes l'une de l'autre et qui ne se marchent pas dessus, qui peuvent vraiment faire des fonctionnalités complètement indépendantes, livrer ça en prod à n'importe quel moment. Et le dernier point dans toute ce puzzle, c'est l'archi. Et là, je laisse Stéphane continuer pour nous raconter ce qu'on a pensé. Alors, l'architecture. Effectivement, on a testé le monolithe distribué, on a vu que ça tirait tout un tas de problématiques. C'est complexe, on a des problématiques d'évolutivité, de testabilité, du coup indirectement de coût. Donc, c'est pas la bonne solution, Manfred, le monolithe distribué. On est assez convaincu, du coup, que le problème de fond, c'est le fait d'avoir un découpage technique de nos briques. Comme l'expliquait Manfred, une fonctionnalité, du coup, il y a un morceau dans une brique, un autre morceau dans une autre brique, encore un autre morceau dans une 3e brique, donc c'est compliqué. Donc on se dit, si un découpage technique nous complique la vie, probablement qu'un découpage fonctionnel de nos briques devrait nous aider, devrait nous faciliter la vie. En général, quand on pense découpage fonctionnel de briques, on pense quoi? On pense microservices. Du coup, les microservices, on a commencé à regarder un peu les éléments en interne sur les microservices, ce que ça donnait. Donc, dans notre pôle, on a un document qui est la culture de l'ingénierie, qui décrit un petit peu toutes les bonnes pratiques qu'on souhaite mettre en place, la façon de fonctionner, etc. Et il y a notamment un petit passage sur les microservices qu'a rédigé notre CTO, qui dit « On fait 100 fois le tour de l'immeuble avant de choisir une architecture microservice ».
Et on commence plutôt par un monolithe qu'on s'autorise à découper en maturant le système. Du coup, avec ça, 100 fois le tour de l'immeuble, c'est beaucoup, même si l'immeuble est petit, mais c'est chaud, quoi. Mais derrière ça, en fait, on comprend bien qu'une architecture microservice, ça va tirer une complexité technique importante. Du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette complexité technique quand je vais démarrer mon projet? Il faut se poser la question et il faut avoir quand même des bons éléments, des bonnes justifications pour dire oui, j'en ai besoin. Et effectivement, il y a une piste, si on n'a pas besoin, peut-être qu'un monolithe bien fait, ça peut être une solution satisfaisante. Également, on a échangé avec d'autres projets chez Enedis, donc toujours en interne, qui avaient mis en place une architecture microservice. Et outre la complexité technique qui est également remontée, il y a un deuxième point qui est remonté, c'était vraiment la difficulté de faire le découpage des microservices. Clairement, il y avait des microservices, ils avaient fait des microservices, après ils les avaient redécoupés, et aujourd'hui, s'ils devaient partir d'une feuille blanche, finalement, ils ne savaient toujours pas comment découper ces microservices-là. Donc on sent bien que là, qu'il y a un problème de fond qui est assez important. Et un impact de ça, qui est assez intéressant à noter, c'est que de temps en temps, ils ont des user story métiers très simples. D'un point de vue métier, on se dit ça va être très simple, ça va être facile à implémenter. Et derrière, ils se rendent compte que ça leur coûte très cher parce que c'est un peu à cheval entre plusieurs microservices, ça rentre pas bien dans les cases. Donc oui, on sent que là, il y a quelque chose de compliqué. Quand on regarde un petit peu en externe, alors il y a des tonnes de références, donc on ne va pas toutes lister, mais il y a notamment Sam Newman qui fait beaucoup de conférences sur le sujet et qui dit les microservices ne devraient pas être le choix par défaut, donc c'est bien, jusque-là on est cohérent avec ce qu'on pense, et le monolithe n'est pas notre ennemi. Alors le monolithe distribué, c'est notre ennemi, mais un monolithe modulaire, c'est pas notre ennemi. Monolithe modulaire, ça veut dire qu'on n'a qu'une seule code base, d'accord, donc une seule unité de déploiement, donc ça reste simple. Par contre, le code, on commence à le découper fonctionnellement. Donc ça nous permet d'avoir un premier degré d'autonomie entre les différents modules de notre code, tout en conservant de la simplicité. Donc c'est un compromis en fait qui est assez intéressant et qui est adapté dans pas mal de cas, dans pas mal d'usages. Un deuxième point aussi qu'on aime bien avoir en tête, surtout avec notre expérience, c'est le retour des gars de Doctolib. Ils parlent souvent de leur boring architecture, de faire le plus simple possible. Ils ont un front, un back, une base de données. Ils ont amené un Elasticsearch quand vraiment ils pouvaient plus. Ils avaient été vraiment au bout de ce qu'ils pouvaient faire avec PostgreSQL. Donc ils sont vraiment à la chasse de toutes les optimisations prématurées. Donc ça c'est quelque chose qui nous parle bien du coup. Et depuis 2022, ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à parler également de monolithe modulaire. Ils se rendent compte que le fait de faire un découpage de leur code fonctionnellement, ça va les aider également. Donc tout ça nous conforte sur le fait de dire qu'est-ce qu'on devrait choisir comme architecture. Pas les microservices. Dans notre cas, clairement, en fait, on n'a pas... Non, c'est loupé, Colin. Ouais. Pas les microservices. Clairement, on n'a pas ce besoin-là. Ça va nous apporter une complexité accidentelle de malade et rien nous apporter d'autre. Donc, on va partir sur un monolithe modulaire. Pour autant, on se dit que ça ne va pas résoudre tous nos problèmes et on a même d'autres problèmes qui arrivent. Effectivement, première problématique, on l'a dit, comment on va faire le découpage? Finalement, qu'on soit en microservice ou en monolithe modulaire, même punition, il faut réussir à faire un découpage fonctionnel pertinent. Et pour l'instant, on ne voit pas trop comment le faire et on n'a pas eu trop de réponses avec le REX des projets en interne. Également, on se dit qu'un découpage fonctionnel va nous aider, mais qu'est-ce qui nous garantit que sur le long terme, on ne va pas retomber sur du code compliqué à maintenir, à tester, à faire évoluer, et qu'on va retomber un peu dans les travers qu'on a déjà eus. Donc clairement, on se rend compte que pour l'instant, on avance, mais il manque encore une pièce à notre puzzle. Ou Manfred, est-ce que tu sais toi la pièce qui nous manque? La pièce selon Google, tu tapes quelques mots-clés et Google va te répondre Domain Driven Design ou Colin ou personne chez vous. Et donc
Donc on se retrouve le jour, après avoir cherché ou demandé à Google, ChatGPT à cette époque-là n'était pas forcément dispo. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on va essayer de changer un peu l'architecture? Comment on peut s'intéresser? Quelle est cette approche-là de l'architecture qui met les métiers au centre? Voilà. On tape sur Google, on regarde, et on trouve une plaquette commerciale. Je pense que vous avez tous, l'avez tous vu. Hein. Faites vite fait, c'est quoi en haut à gauche là? Non, voilà, on arrête. Mais ça semble quand même pas mal matcher avec les problèmes qu'on a vus. Hein. Découpage fonctionnel, on regarde, ah oui, super. Et bounded de contexte qui semble répondre à ça. La testabilité, tout ce qui est lié à l'évolution, on va trouver quelque chose. C'est le modèle. Ah oui, c'est le modèle riche, donc qui est isolé, donc nickel. Ça me permettrait vraiment de faire ce que j'ai envie de faire. Et au niveau organisation, je prends le contexte map, hein, je dessine quelques patates et au final, mon potager, nickel, je sais qui fait quoi. Voilà. On arrive avec ça, donc la plaquette commerciale terminée. On commence la première recherche, un peu les études, donc on va commencer à lire. Hein, quelques articles, juste le summary du livre. On n'a pas commencé par la Bible directe, donc voilà, on s'excuse. Mais bon, on essaie quand même d'en parler un peu. Hein. Pas mal de podcasts, pas mal de vidéos YouTube et voilà les références. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez lu des choses et surtout, ce qu'il faut savoir, on les a lus en mode, c'était en tâche de fond, c'était pas une activité principale. On a de la frustration, hein, parce qu'on a l'impression, même après quelques semaines, on comprend rien. En fait, on a plein de mots. En fait, c'est tout, mais avec comment ça se rassemble, qu'est-ce que c'est, on est vraiment frustré. On dit mais c'est pas un framework, c'est pas Spring, donc je fais quoi là? Non, mais personne m'aide. Hein. Et la technique, nous on est ingénieur, donc tant que c'est pas 0 à 1, c'est difficile. Hein. Plein de questions. Hein. Parlant de la technique, on va se dire mais là, j'étais sur un écran, j'ai une liste paginée. Liste paginée, mais tant de DDD. C'est où? C'est dans le domaine? C'est en dehors? Bon, heureusement, il y a Colin qui a fait un blog post là-dessus, mais bon, je pense que c'est toujours la réponse, ça dépend, hein, qui intervient très souvent. Hein. Après, il y a plein d'autres questions. Hein. C'est quoi mes contextes? C'est quoi mes domaines? Est-ce que c'est quoi un subdomaine? C'est quoi? Voilà. Vraiment plein de choses qui sont frustrants au début. Hein. Je vous ai dit, on n'avait pas produit de code, on a fait beaucoup de recherches pour comprendre juste la méthode, hein, l'approche. Hein. Et on s'est mis quand même un peu la pression pour dire, mais il faut que je comprenne tout. Parce que si je comprends pas tout, si je comprends pas mon environnement, je vais pas pouvoir avancer. Mais ça, finalement, on pouvait pas. Donc on a dit à un moment donné, stop, on arrête de vouloir tout maîtriser, c'est que c'est pas possible. Ça rejoint aussi la conf de Cédric juste avant. Hein. C'est arrêtons en vouloir tout maîtriser, démarrons quelque chose, et par contre, on va le démarrer proprement. C'est-à-dire, on va arrêter aussi de la faire en tâche de fond, et on va s'entourer des gens qui sont les sachants. Quelques personnes dans la salle avec qui on a pas mal travaillé, mais il faut s'entourer en fait de bonnes personnes. Et aussi, on s'est dit, on peut pas commencer même si c'est une expérimentation, même si on veut changer cette architecture, cette approche, on peut pas la faire seul. Donc il faut intégrer d'autres parties prenantes. Donc on est dans un projet, on a des PO, on a des tech leads, et on a des développeurs, voilà, on est des fonctionnels, on en a plein de personnes différentes. Mais lorsqu'on commence à parler un peu budget, il va falloir aussi voir d'autres personnes, donc des parties prenantes. Pour vous donner une petite idée, donc chez Nedis, on a trois dans notre pôle, on a trois briques, trois, pas briques, mais trois colonnes. C'est une qui est la partie technique, l'autre c'est la partie produit et l'autre c'est la partie management. Il était important d'intégrer tout le monde pour quand même démontrer que cette approche-là pour être viable. Une fois quand on s'est dit allez, on va les intégrer.
toujours là, on se retrouve quand? On se retrouve dans un moment où finalement on a beaucoup, Stéphane et moi, on a essayé d'imaginer en fait comment pour aller vers la suite. Mais voilà, on a besoin comme le support, on a besoin un peu d'argent aussi quand même, on ne peut pas attaquer, embaucher des gens comme ça, voilà. Donc on s'est dit: «Bah, comment on va convaincre pour qu'on ait le budget, comment on peut convaincre pour qu'on ait la carte blanche?» Voilà, c'est la convergence des 3 branches que je vous ai citées juste avant qui était une des facteurs clés. Donc mettre d'accord ces 3, hein, avec la méthode qu'on présente. Vous prenez par exemple la branche management, c'est qui gère, le budget, hein. Lorsqu'on parle de coûts, tout à l'heure on parlait du coût qui était beaucoup plus en faveur de la technique et plus de la partie, métier. Et surtout à long terme, vous voyez que votre produit évolue plus et par contre vous avez toujours la maintenance à payer, hein. Donc c'est comme une chaudière, c'est pas super. Donc là, vous vous dites: «Va falloir quand même qu'on change quelque chose». Et donc je pense que côté management, on avait trouvé. La partie, PO, après des années d'avoir subi tous les choix techniques qu'ont fait les devs pour dire: «Mais finalement la fonctionnalité j'aimerais ça, mais je te fournis ça», parce que donc en gros, ils sont super contents de pouvoir de remettre de nouveau le métier en première place, hein, et donc influencer la technique par rapport aux demandes métiers et pas l'inverse. Et la partie technique, ben, finalement la branche technique, ben, le on a eu le CTO qui était déjà plutôt convaincu de la démarche, mais par contre au niveau, pas par contre, hein, mais ça c'était donc en gros au niveau hiérarchie supérieure, c'était OK. Et pour, convaincre que dans l'équipe, on va devoir changer, on va dire tout ce qu'on a fait pendant 7 ans, on va peut-être plus faire. On a vu, qu'on avait des problèmes avec le modèle distribué et d'autres, qu'on va essayer de faire autre chose. Donc, les équipes, étaient, donc motivées de tester autre chose, de se remettre en question, de sortir de la zone de confort, qui était quand même large avec notre, stack technique, mais bon voilà, on va tenter autre chose. Pour convaincre, c'est pas non plus à n'importe quel moment, hein. Vous vous réveillez pas quelqu'un à 3 heures du mat pour dire: «Allez, j'ai besoin du budget». Bon, ça passe pas. Donc, le bon moment pour nous, c'était, une partie, accélérée, c'est-à-dire on voulait changer au sein de l'entreprise notre mode de déploiement, on voulait être plus rapide. Pour être plus rapide, il faut livrer plus vite. S'il faut livrer plus vite, il faut pas forcément avoir des tests manuels, ou faut pas des tests non plus, très coûteux. Finalement, je vous ai raconté tout à l'heure que c'est pas le cas qu'on avait. On a donc trouvé le bon moment et le dernier point, c'était le sponsorship. Le sponsorship, on en avait pas mal parlé du CTO, hein, donc le CTO Vladislav Pernin, hein. Ceux qui veulent connaître l'histoire un peu plus en détail, ils regardent le podcast, CTOs. Donc, il racontera l'histoire, bien mieux que nous parce qu'il était là au début. Mais on l'avait, et il nous a vraiment, aidé, à convaincre, et grâce à lui, on a pu démarrer donc, une expérimentation. On n'a pas l'expérimentation, mais il fallait quand même mobiliser quelques ressources et Stéphane va continuer et raconter, la suite sur ça. Non? Où je suis? Excusez-moi? Non, démarrage. Donc le démarrage de l'expérimentation, comme je le disais, Manfred. Non, mais oui, c'était même logo. Tout d'abord, on va essayer pour cette expérimentation, s'inscrire dans la vision globale que vous a donnée Manfred, essayer de faire quelque chose de simple, s'inscrire dans la démarche Accelerate. Et puis sur l'architecture, notamment, on va partir sur un monolithe modulaire. Également, on a conscience qu'avec notre niveau de compréhension et de connaissance sur le DDD, on ne pourra pas partir tout seul. Donc on fait le choix de se faire accompagner par 3 personnes qui interviennent régulièrement. Il y en a au moins une dans la salle qui est présente. Également, la question qui se posait, c'est qu'on a un existant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de faire un refactoring de notre existant, d'introduire du DDD? Ou est-ce qu'on bootstrap une nouvelle brique à côté et on migre progressivement les fonctionnalités de notre ancienne appli vers la nouvelle appli? C'est une question à laquelle il n'était pas facile de répondre.
Au final, on souhaitait mettre à jour notre stack technique, être sur des technologies un peu plus au goût du jour, notamment sur la partie front, une stack technique simple également. On voulait mettre en place la démarche Accelerate, donc déjà ça c'était assez compliqué à mettre en place sur notre projet existant. Et du fait du monolithe distribué où les fonctionnalités sont éparpillées sur différentes briques, le refacto il n'est pas simple. Donc on a fait le choix de partir sur une nouvelle application à côté, démarrer from scratch. Donc cette application, on l'a bootstrappée avec JHipsterLite, ça a été assez rapide. Et on est parti avec ce bootstrap, avec de l'architecture hexagonale. Et enfin, l'équipe, on a constitué une équipe volontairement assez réduite. On a positionné donc 3 développeurs et un PO/PM. On a choisi des profils seniors. On démarrait une nouvelle application avec une nouvelle stack technique. Donc en fait, on ne voulait pas que cette nouvelle stack technique soit un frein. Donc on a pris des profils seniors où on savait que ils pourraient encaisser des nouvelles technos, ça ne leur poserait pas de soucis. Et le challenge étant déjà le DDD, étant déjà bien suffisant. Donc une fois qu'on a mis tout ça, il nous fallait un terrain de jeu. Donc on a choisi une fonctionnalité de notre appli existante, qui est le One. En fait, c'est une fonctionnalité qui était vraiment assez autonome, assez indépendante dans notre application. Donc, ça permettait de démarrer une nouvelle application à côté sans avoir trop de problématiques d'intégration, que ce soit au niveau back-end ou front-end. Donc, on a démarré notre expérimentation. Qu'est-ce que ça a donné ? On a rencontré des premiers problèmes. Et les premiers problèmes, j'ai envie de dire, les plus complexes, c'est les bundits de contexte. Toujours un problème, ces contextes. Alors, sur notre application existante, on avait un gros avantage, c'est qu'il y avait un modèle. Donc, au moins, on n'avait pas de questions à se poser. C'était une vérité, quel que soit le contexte métier. Bon, ça posait d'autres problèmes. Là, on se rend compte qu'avec le DDD, on aura plusieurs contextes. Et clairement, il y a la théorie où, quand on lit la littérature, c'est limpide. J'ai tout compris, c'est bon. Et puis, il y a la pratique, un petit peu moins droit. Je vais vous prendre un exemple concret. Vous avez la photo ici d'un joli concentrateur. Donc vous vous souvenez, les compteurs communiquent avec les concentrateurs et les concentrateurs communiquent avec les ici Linky via GSM. Donc ils communiquent avec les ici Linky via GSM en 4G par exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle le One. C'est ça le One. Et nous, on va superviser que cette communication fonctionne bien. Et notamment, ces concentrateurs, ils émettent des tickets. En fait, quand une session est établie ou terminée, par exemple, on reçoit des tickets correspondants. Et on va utiliser ces tickets pour faire tout un tas de fonctionnalités. Donc, on était dans notre contexte One. On a implémenté notre premier usage. Donc, on reçoit un ticket d'un concentrateur. Et on va mettre à jour notre concentrateur pour dire on a reçu un ticket, donc a priori, c'est qu'il est communicant. On enseigne une date de communication, etc., etc. On a une deuxième fonctionnalité qui est arrivée, qui était le tableau de bord, où là, c'est plus du reporting, finalement, d'avoir une vision globale de l'état de communication de mes équipements, et aussi avec la possibilité de remonter dans le temps, voir il y a 1 heure, ou il y a 1 jour, ou il y a 2 jours, quel était l'état de communication. Et après, on a eu un troisième usage qui est arrivé après coup, un peu plus tard, mais qui est la détection des événements APN. En gros, c'est de dire, si à un moment donné, je reçois beaucoup de tickets sous une très courte durée, a priori, c'est que j'ai un problème telco quelque part, donc il faut le détecter et puis informer l'utilisateur. Donc on a fait ça, notamment l'implémentation du premier usage. Tout va bien, on a notre modèle, ça va bien. Quand on rajoute l'implémentation de notre deuxième usage, notre deuxième US, le tableau de bord, en fait, on se rend compte qu'on a un petit peu plus de mal à faire le modèle. On commence à avoir un peu de mal à faire le nommage, par exemple. On se rend compte que l'utilisation d'un même agrégat en fonction de l'usage, c'est pas forcément les mêmes choses qu'on utilise. Donc on se dit qu'il y a peut-être des signes, et on nous a aidé aussi à nous le dire, qu'il y avait peut-être des signes que c'est peut-être pas qu'un seul contexte, c'est peut-être plusieurs contextes. Donc on a fait le split. On a splitté d'abord ces 2 usages en 2 contextes, puis après le troisième usage est arrivé. On avait 3 contextes. Et au final, qu'est-ce que ça a permis ? Ça a permis d'avoir des modèles qui sont beaucoup plus clairs, qui sont adaptés au traitement métier qu'on fait dans chaque contexte. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, qu'est-ce qu'on retient quand même de tout ça ? On retient d'abord qu'on a fait un refacto et on était bien content d'être sur un monolithe modulaire, parce que si on avait dû faire ça avec des microservices, on aurait passé un petit peu de temps.
Également, ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait que le contexte one, c'était un contexte métier, et finalement que le code, il nous aide aussi à trouver les limites de notre contexte, voire à définir même de nouveaux contextes. Donc ça, c'est aussi quelque chose de vraiment intéressant. Après, actuellement, du coup, on a plus de contextes, des contextes plus petits, avec de la communication entre les contextes. Voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? En fait, moi, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient ça dépend. Mais on va continuer d'avancer, on essaye. Des fois, on se trompe, on corrige. On essaye des choses, on expérimente. Et on verra sur la durée ce que ça donne. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir un peu de notre expérience? Tout d'abord, que l'apprentissage du DDD, c'est quand même assez dur, c'est assez long. Faut pas sous-estimer cette partie-là. Accepter l'inconnu, comme on avait tout à l'heure, il faut démarrer avec quelque chose, pas être sûr, pas savoir qu'on ne sait pas tout au début. Il faut accélérer, Manfred. Ah oui, ça c'était l'autre presse. Yes. Il faut accepter de faire, de défaire, de refaire. On avait bien la culture du refacto, mais plus technique. Là, on est plus dans du code métier. C'est peut-être un peu moins évident. On se dit aussi que le DD2, ça doit pas être un choix par défaut parce que c'est quand même sacrément dur et qu'on a besoin quand même pour le faire un métier ou en fait des contextes de métier qui sont bien explicites, qu'on arrive bien à déterminer. Et donc probablement d'autres choses peuvent être une réponse aussi. Ce qui est assez marrant quand même, c'est qu'on se rend compte en étudiant beaucoup le DDD, c'est qu'à un moment donné on arrive et on croit que c'est la seule chose qui existe. Donc on a du mal à revenir sur autre chose. Et enfin, le dernier point, c'est la viabilité sur le long terme. Qu'est-ce que ça va donner sur le long terme? Est-ce qu'on va réussir à garder du code propre, une bonne testabilité, une bonne évolutivité? Aujourd'hui, on ne sait pas y répondre. Et également, un deuxième constat qu'on fait, c'est que c'est un apprentissage. Donc nous, chez Enedis, on utilise beaucoup la prestation. On a beaucoup de personnes qui viennent de SN qui travaillent chez nous, donc du turnover. Est-ce qu'avec le temps, on arrivera à maintenir les compétences qui vont bien? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Merci beaucoup de votre attention. Voir le rouge, s'il te plaît. Merci beaucoup. On a le temps pour une question, je pense. Ah, j'ai une question. Sinon, on se verra après. Oui, donc vous avez parlé des problématiques apportées par la première architecture. Comment est-ce que, fondamentalement, de ce que j'ai compris, le problème, c'était le coût de continuer à faire de nouvelles features. Comment est-ce que ce coût-là, vous l'avez mesuré? Est-ce que c'était uniquement le lead time ou vous avez d'autres mesures? Et vous avez parlé de la suite sur le long terme. Comment est-ce que vous allez comparer si que l'hypothèse que le DDD va réduire ce coût-là fonctionne, enfin qu'elle est vraie? Bonne question. Alors sur l'application existante, Enedis, on est obligé de faire des budgets et avec un certain niveau de détail. Donc on mesure quand même le temps passé sur les différents chantiers. Donc on a une idée du temps passé sur les chantiers techniques ou sur les évols purement métiers. Et donc ça, au fil des années, on voyait cette dérive, ce curseur qui penchait de plus en plus vers les chantiers techniques. Donc ça a été quelque chose qui est relativement facile à restituer pour nous. Après, sur la deuxième partie de la question, comment on va le mesurer? Manfred, tu veux répondre? Comment on va mesurer? Ouais, monsieur. Ouais. Non, c'est. Je pense que ça va être entre guillemets un peu pareil. On regardera globalement déjà le coût pour les je sais pas des ressources, mais les développeurs qui sont attribués aux tâches fonctionnelles par rapport à un budget global. Ça donne déjà juste une trajectoire qui permet. Par contre, feature par feature, ça va être difficile quand même de mesurer le coût. Mais ce sera surtout sur une trajectoire qu'on va s'engager. Ouais, je pense qu'un bon indicateur aussi, ça va être la satisfaction des utilisateurs. Si on arrive vraiment à rentrer dans ce cycle
on livre à la demande extrêmement souvent, on apporte des choses, on a un feedback rapide, etc. Je pense qu'il y a une dynamique qui va se créer, une satisfaction des utilisateurs qui sera réellement présente. Et je pense que ce sera la meilleure justification possible. Et après, de façon plus pragmatique, on continuera de fonctionner avec des budgets. Donc finalement, on pourra voir avec un budget donné le périmètre des fonctionnalités métiers qui auront été implémentées. Merci beaucoup.